très très bien. Ok, bah, ça va bien jusqu'en France, c'est en Israël, comme apparemment ma connexion jusqu'à Johan, elle va en France et elle revient, alors il y a la qualité meilleure en France. Voilà, là c'est top. Là on t'entend bien, tu es en face de la caméra. Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver grâce à Midreshet Yehuda Manitou. On a le plaisir d'écouter Ariel Assaf, guide. Et ce soir, tu vas nous parler d'une synagogue toute particulière, la synagogue de Bastia, et qui est au nom de Rabbi Meir Baalanes. Bechavod. Voilà, alors le titre, la synagogue de Bastia, c'est un petit peu pour faire un titre allécheur. En fait, je parlais des Juifs en Corse de façon plus générale. Et comme Alex nous a dit que sa famille est depuis 1915 en Corse, mais justement, on va comprendre pourquoi, quelle est cette alia, quelle était cette arrivée d'un groupe de Juifs qui arrive en Corse en 1915, pourquoi en pleine Première Guerre mondiale, les Juifs se retrouvent en Corse. En fait, c'est ça qui a motivé cette conférence. Attendez, je vais commencer là, juste de lancer le diaporama. Et voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques temps, j'avais entendu une conférence qui parlait euh, non, une conférence qui parlait des Juifs qui sont arrivés, des Juifs chassés de Palestine en 1915 et qui arrivent en Corse. Du coup, je viens t'intéresser à la question, j'ai un peu creusé et de façon plus générale, j'ai élargi au rapport entre la Corse et les Juifs et j'ai trouvé ce film qui était diffusé sur France 5 il y a quelques années, La Corse, île des Justes, avec un point d'interrogation que je n'ai pas mis, et qui parle de l'histoire des Juifs et de la Corse de façon plus générale. Alors, mais vraiment, ce qui m'avait interpellé, c'était cette idée, c'était cette histoire des Juifs arrivés en Corse en 1915, arrivés d'Eretz Israël, arrivés de Palestine en Corse en 1915. Et à l'origine, j'avais pensé à faire cette conférence à l'occasion autour du 11 novembre pour parler de la Première Guerre mondiale, puisqu'il s'agit de la Première Guerre mondiale en Eretz Israël. Et finalement, comme deux choses m'ont poussé à avancer la conférence. Un, c'est le fait qu'on a actuellement toutes sortes, nombreux chefs d'État qui viennent en Israël et Israël cherche un soutien parmi les nations qui est d'accord de soutenir la cause d'Israël. Alors certains soutiennent mieux, certains soutiennent moins bien, certains sont encore plus problématiques. La Corse avait justement été là pour aider quand on avait besoin d'aide. Donc c'est la première réponse. La deuxième, c'est que ces Juifs qui sont arrivés en Corse en 1915 sont arrivés comme réfugiés. Alors aujourd'hui, quand on parle de réfugiés, qu'on voit ces flots de réfugiés israéliens qui quittent les zones frontalières de la bande de Gaza, ces zones frontalières du Liban, et qui doivent être dans des hôtels en attendant que la situation se calme. Alors le problème de réfugiés juifs en 1915 me semblait adapté. Aujourd'hui, quand même, la situation est plus facile. On peut prendre ces juifs qui doivent quitter leur maison en Israël, peuvent faire quelques dizaines de kilomètres et se retrouver dans un hôtel, mais à proximité de leur famille, de leurs amis. C'est pas du tout la situation des juifs de 1915 qui ont dû s'exiler des milliers de kilomètres de la maison à une époque où il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de Parnassa, il n'y a pas d'État d'Israël pour leur donner de quoi manger et la situation était très compliquée. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Maintenant, on commence. Donc, vous avez devant vous le drapeau corse, vous avez la carte de la Corse, donc une île en Méditerranée. Mais je ne veux pas parler du drapeau corse, je ne parle pas de la Corse, je parlais de la Corse en rapport avec les Juifs. Dans une autre conférence, on parlera de la Corse comme île de beauté, et pourquoi le drapeau corse. Bien. Donc, quand j'ai commencé à préparer cette conférence, alors je me suis trouvé d'abord sur cet article que vous voyez à gauche, Corse, terre d'accueil. À droite, Juifs réfugiés en Corse pendant la Première Guerre mondiale. C'est ça qui m'a interpellé, pas dans le cadre de l'exposition qui est là, mais une conférence que j'ai entendue sur Internet. Euh, donc, je dis qu'après, quand j'ai cherché du matériel pour présenter cette conférence, alors j'ai trouvé ce film sur France 5, vous pouvez le trouver, il est en ligne, La Corse, île des Justes. Et voilà, alors l'histoire commence, enfin, l'histoire des Juifs en terre corse, pour certains commence déjà au 8e siècle. En fait, la première grande arrivée de Juifs qui est témoignée, c'est au 16e siècle, donc après l'expulsion des Juifs d'Espagne.
quand les Juifs sont obligés de se convertir au catholicisme ou de quitter l'Espagne et que certains continuent à judaïser en secret, après là, les Maranos, les Maranes, et qu'une partie ils s'exileront en fait dans le bassin méditerranéen, ils s'exileront en Italie parce que le royaume de Naples, c'est aussi l'Espagne, donc c'est en Espagne sans être l'Espagne. Mais quand le royaume de Naples est en Italie de façon plus générale, l'Inquisition va les chercher là-bas. Ils vont à nouveau quitter l'Italie et peut-être une partie se cacher dans les montagnes, dans les Abruzzes. Et on arrive sur sur la conférence dont on avait parlé il y a 2 ans sur les Juifs de San Nicandro, cette communauté de paysans italiens qui s'est convertie au judaïsme. Et quand ils essaient de réfléchir pourquoi, ils se disent peut-être qu'ils sont descendants de Maran, peut-être qu'ils avaient du sang juif dans les veines. En tout cas, je vous renvoie à cette conférence sur les Juifs de San Nicandro. En tout cas, une partie de ces Juifs d'Italie arrive en Corse et s'installe dans les montagnes, dans les villages de la Corse pour échapper à la persécution. Alors, de là, les historiens de tous bords, vous voyez cette question que je trouve dans un article, plus de 25% de la population corse aurait-elle des origines juives? Alors on trouve des noms qui ont des consonances juives en Corse, les Giacobi, les Zuccarelli, les Constantini, les Simeoni. Oui, mais est-ce que ça vient d'une antiquité juive ou ça vient de noms chrétiens qui viennent de la Bible? Vous voyez en dessous l'armoirie à droite, les armoiries de la famille Giuseppe, donc Joseph, qui viennent de Corse et qui se retrouvent au Venezuela, à Trinidad. Et là, vous voyez sur les armoiries de la famille Giuseppe Corse, vous voyez les pyramides d'Égypte, le soleil, la lune des rêves de Joseph. Donc, oui, c'est un Simon Giuseppe qui connaît bien sa Bible. Aurait-il été juif? Euh, il doit déclarer que ses ancêtres sont non-juifs pour avoir le droit de s'installer au Venezuela, mais était-il vraiment non-juif ou marane? Il faut comprendre qu'il y a eu une grande assimilation de ces maranes à la population corse qui les a très bien accueillis, et avec le temps, ils sont devenus corses et on a un petit peu perdu l'histoire marane de ces familles. Alors, la grande immigration après, la prochaine vague d'immigration, après l'immigration en Corse du XVIe siècle, va être au XVIIIe siècle. 2 siècles plus tard, ce qui se passe, c'est que la Corse sort de l'occupation génoise, après 4 siècles d'occupation, et alors là, je sais plus si c'est un président ou enfin le leader de la Corse, Pasquale Paoli, invite les Juifs à venir s'installer. Et il appelle 5 000 à 10 000 Juifs d'Italie, vous voyez, de Milan, de Turin, de Gênes, de Padoue, pour venir s'installer ici. Si les Juifs voulaient s'établir parmi nous, nous leur accorderions la naturalisation et les privilèges pour se gouverner avec leurs propres lois, parlez-en quelques rabbins accrédités. C'est-à-dire que ils cherchent ces commerçants juifs, ces juifs éduqués pour aider à développer la Corse qui maintenant accède à une indépendance après 4 siècles de domination génoise. Et si vous voyez, c'est en 1763, Paoli se propose d'installer toute une colonie juive dans l'île et accède à la retraite d'un juif, Modigliani, qui est un des premiers habitants de l'île Rousse, et leur donne le droit de vote. C'est du jamais vu. Les juifs n'ont jamais eu le droit de vote. Je rappelle, 1763, il va falloir attendre 1791 pour que la France donne le droit de vote aux Juifs. La révolution de 1789, qui va prôner la liberté, l'égalité, la fraternité, ce sera pour tout le monde, sauf pour les Juifs. Il va falloir encore attendre quelques années pour que les Juifs aient le droit de vote et l'égalité des droits en France. Et voilà qu'en 1763, les Juifs ont déjà les droits égaux en Corse. Donc c'est le premier pays qui a donné des droits aux Juifs. Il faut s'en rappeler, c'est quelque chose d'important, c'est sous le radar. Avant de préparer cette conférence, je ne le savais pas, je pense que la plupart des Juifs ne le savent pas, que le premier endroit qui a donné les droits aux Juifs a été la Corse. Et vous voyez que même Pasquale Paoli autorisait aussi les Juifs de Livourne à pêcher sur les côtes corses, ce qui est aussi nouveau, puisque à l'époque, c'était n'est pas encore permis. Donc, il cherche les Juifs pour aider à développer la Corse. Donc, on a déjà 2 arrivées de communautés juives, enfin, d'un grand nombre de Juifs au XVIe siècle et au XVIIIe siècle.
En passage, ça n'est pas en Corse, mais c'est un Corse, Napoléon, qui est devenu empereur des Français, va donner la liberté de culte aux Juifs. Je ne veux pas rentrer dans les détails maintenant parce que moi, c'est un gros problème, quoi. C'est-à-dire que cette liberté du culte juif, mais contrôlée par l'État, avec les consistoires, va être en fait le début de l'assimilation, avec une grande partie des problèmes qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce n'est pas que du miel, c'est du miel avec le dard de l'abeille. Mais c'est intéressant que c'est de nouveau un Corse qui va donner les droits cultuels aux Juifs en France. Euh, à droite, on voit Napoléon qui rétablit le culte des Israélites. J'ai mis à gauche cette médaille qui frappe quand il crée le Grand Sanhédrin à Paris. Et là, c'est carrément, pour un Juif, c'est très dur comme médaille, puisqu'on voit Napoléon qui donne les tables de la loi à Moïse. Donc, bon, ce n'est pas le sujet de la conférence aujourd'hui, alors je continue. Il y a un micro ouvert, est-ce que Johan peut le fermer? Merci. Alors, j'arrive maintenant en 1915, et on va parler de la nouvelle vague d'émigration juive qui arrive en Corse. Vous voyez à droite une exposition qui s'est tenue en 2016 à la Maison de Corse à Marseille, qui raconte l'arrivée de ces réfugiés juifs en 1915, et à gauche, un livre de Simone Giuseppi, la Corse, terre d'accueil, terre d'exil, 1914-1918. Donc, c'est de ça qu'on veut parler maintenant. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, regardez ce titre que j'ai trouvé sur Internet dans un article qui parle de cette arrivée des Juifs en Corse. Pendant la Première Guerre mondiale, des familles juives de la Syrie et du Liban sous mandat français arrivent en Corse, chassées par les ravages de la campagne du Sinaï et de la Palestine que mènent les armées de l'Empire ottoman et de l'Empire allemand. Alors, l'Internet, c'est vraiment formidable parce que pendant la Première Guerre mondiale, il n'y a pas de mandat français ni en Syrie ni au Liban. La France et la Syrie, tout comme la Palestine, font partie de l'Empire turc ottoman. Et ils ne sont pas chassés par les ravages de la campagne du Sinaï et de la Palestine, ils sont chassés par les Turcs qui chassent les non-ottomans de Palestine. Alors, bon, donc prenez ce départ pour comprendre qu'il y a une erreur là-dedans et de quoi s'agit-il. Alors, il faut revenir un petit peu en arrière, expliquer la situation en Eretz Israël, en Palestine à l'époque. Depuis que une grande partie de la domination turque sur Eretz Israël, pendant 4 siècles, il va y avoir, mais surtout à partir de la guerre de Crimée au XIXe siècle, un régime qu'on appelle le régime des capitulations. C'est quoi les capitulations? L'empire turc ottoman est un empire musulman. Et donc, les tribunaux sont des tribunaux musulmans. Et comprenez qu'un non-musulman, qui est assigné devant un juge musulman, n'a pratiquement aucune chance de gagner son procès. Mais la Turquie, qui est très affaiblie à partir de la guerre de Crimée et après, cherche l'aide des Européens. Et en contrepartie de l'aide, leur donne un régime de capitulation, c'est-à-dire que les consuls européens seront responsables des sujets européens sur les terres turques. C'est-à-dire que le consul va juger les sujets français. Un Français qui a un litige avec un Arabe musulman sur les terres, ou un musulman sur les terres de l'Empire turc ottoman, peut demander justice à son consul. Alors, il y aura des consuls de tous les pays, il y aura des consuls français, anglais, allemands, etc. À droite, vous voyez le consul d'Angleterre, Chaim Amzaleh, qui est consul d'Angleterre à Yafo. On en a parlé dans le cadre d'une autre conférence. On avait parlé aussi du consul de France à Tzfat, Yaakov Chai Abo. On avait fait une conférence dédiée à la famille Abo. J'ai parlé. Donc, il y a des consuls des différents pays. Et les consuls, pour augmenter leur pouvoir, ils ont énormément de pouvoir dans l'Empire turc, et pour augmenter leur pouvoir, ils essaient d'avoir le plus possible de ressortissants qui dépendent d'eux. Donc, ils seront responsables de leur bien-être, responsables de leur donner la justice, etc. Et donc, le consul de France va proposer la citoyenneté française à des Juifs qui arrivent en Palestine, des Juifs du Maghreb, qui vont recevoir la citoyenneté française des mains du consul de France. Et c'est comme ça que j'expliquais que le consul Yaakov Chai Abo, qui est très actif à Safed, va donner la citoyenneté française aux Juifs qui arrivent du Maghreb
et qui s'installent à Safed et à Tibériade. Et donc, ces Juifs venus d'Afrique du Nord se retrouvent citoyens français en terre turque. Maintenant, quand la Première Guerre mondiale commence, éclate, alors le gouverneur turc du front de Palestine, qui s'appelle Jamel Pacha, décide, les Juifs ont deux solutions. Ou ils prennent la nationalité turque, ou ils les expulsent, ils les chassent du pays, de la terre d'Eretz Israël. Pourquoi? Quel est son intérêt à les voir prendre la nationalité turque? C'est qu'une fois qu'ils seront turcs, ben, il pourra les engager de force dans l'armée turque. Tant qu'ils ne sont pas turcs, ils sont ressortissants français, anglais, allemands, russes, il ne peut pas les enrôler de force dans l'armée turque. Donc, il dit, vous avez le choix. Ou vous prenez la nationalité turque et donc vous partez à l'armée, ou alors vous quittez le pays. Alors, vous voyez à droite un avis qui est donné à Tel Aviv, dernier avis aux Juifs, la liste suivante de se présenter pour s'inscrire comme sujet ottoman, ou alors ils seront chassés d'Eretz Israël. Alors, à droite, vous voyez trois Juifs qui avaient déjà pris trois notables Juifs d'Eretz Israël qui avaient déjà pris la nationalité ottomane pour des raisons d'intégration dans la société ottomane. Ils voulaient avoir droit au chapitre et dans la société de l'époque. Meir Dizengoff au centre, qui est le premier maire de Tel Aviv. Dr Chaim Bograchov et Dr Benzion Mossonzon sont des rues à Tel Aviv, donc des activistes sionistes qui se sont déjà ottomanisés, ça vous voyez, qui portent le tarbouche, le chapeau turc. Et eux viennent à Jérusalem pour essayer de parlementer avec les autorités pour essayer d'adoucir le décret d'expulsion des Juifs. Ils n'y arrivent pas. Et à gauche, maintenant, vous avez un dessin de Nahum Gutman. Nahum Gutman, le grand peintre de Yafo du début du XXe siècle. Et vous voyez Tel Aviv désertée, puisque les habitants sont ou ottomanisés et donc enrôlés dans l'armée turque, mais ça c'est une minorité, la plupart ne sont pas assez fous de prendre nationalité pour devenir soldats et aller se faire tuer dans l'armée turque. Si déjà les Juifs d'Eretz Israël s'engagent, ils s'engageront dans l'armée anglaise, les fameux bataillons juifs de l'armée anglaise pour se battre, pour libérer l'Eretz Israël et pas dans l'armée turque. Et vous voyez la ville donc qui est vide, et vous voyez un gardien là, qui est en train de lire allongé dans la rue. Il n'y a pas de circulation. Les Juifs ont le droit de laisser quelques gardiens sur place pour garder les bâtiments en état, pour éviter le pillage et la destruction de leurs biens. Mais les Juifs ont été chassés. De nouveau, j'ai du mal à pas faire de corrélation avec ce qui se passe aujourd'hui, où les villages du sud et de la proximité de la frontière nord d'Israël sont abandonnés par leurs habitants, et c'est l'armée, la police qui restent sur place pour patrouiller et pour éviter que des gens qui ne veulent pas que notre bien viennent s'y installer. Alors, cette expulsion des Juifs de Tel Aviv va avoir lieu dans un premier stade dans le Sharon, c'est-à-dire à quelques kilomètres au nord de Tel Aviv, dans les colonies agricoles, dans les villages agricoles de Petar Tikva, de Kfar Saba, etc. À droite, vous voyez Chevra Kadisha Kfar Saba, donc le cimetière de Kfar Saba. Et voici les tombes des réfugiés de Jaffa et des villages agricoles qui sont morts de faim et de peste dans les années 1914-1919 et ont été enterrés même sans mentionner leur nom. À gauche, vous avez une tombe d'une jeune fille, Chaya Bat Rabbi Mendel Schreiber, Korban Gerush Yafo, victime de l'expulsion de Yafo, parce qu'il faut comprendre que ces Juifs quittent leur maison sans rien. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a une pénurie totale en Eretz Israël, puisque les paysans sont à la guerre, les armées détruisent tout ou monopolisent toute la production agricole. Donc il y a une disette terrible. Beaucoup de Juifs vivaient de la charité, de l'aumône des communautés juives en Europe, en Russie, en Amérique. Et bien sûr, les fonds ne peuvent pas arriver dans cet état de guerre. Donc les Juifs vont mourir de faim, de maladie. C'est ce qui est marqué dans le cimetière de Kfar Saba, qui n'a même pas les fonds pour leur donner une sépulture avec un nom. Juste, on les met dans la terre et on recoupe d'une plaque, en signalant qu'ici sont enterrés les victimes des réfugiés chassés de Yafo.
Donc la situation est très grave et finalement, même avec l'avancée des Anglais en Palestine, ces Juifs qui sont dans le Sharon vont être à nouveau chassés par les Turcs et vont aller vers la Galilée. Et si vous allez au cimetière de Kinneret, au bord du lac de Tibériade, il y a là-bas un carré des gens chassés de Yafo. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, dommage, j'ai pas mis d'image, c'est que beaucoup de tombes, il y a marqué inconnus. Inconnus, victimes parmi les réfugiés de Yafo. C'est-à-dire que c'est un exode de population et on n'a pas identifié tous ces pauvres airs qui viennent en Galilée pour fuir, pas pour fuir, parce que les Turcs les ont chassés de la zone des combats. Alors tout ça, c'est les Juifs d'Eretz Israël qui ne se veulent pas s'ottomaniser. Maintenant, on a dit, les autorités juives ont dit aux Juifs qui ont des passeports étrangers, surtout gardez votre passeport, ça peut vous protéger. Et maintenant, je rappelle, les Juifs de Tibériade et de Safed, surtout ceux qui sont venus d'Afrique du Nord, ont la nationalité française. Donc, ils dépendent de leur consul français, ils ont leur passeport. Les Turcs les arrêtent, d'abord sur place, surtout les hommes en âge de porter les armes, les emprisonnent jusqu'à décider de quoi faire avec eux, et finalement décident de les déporter. Alors finalement, en 1915, les Turcs les rassemblent, ces Juifs français, ressortissants français de Tibériade et de Sapel, ils les rassemblent à Beyrouth et à Jaffa pour les expulser. Et là, c'est la marine américaine qui va les prendre, un navire de sauvetage. De nouveau, ça rappelle un petit peu les avions là, qui arrivent aujourd'hui en Israël pour récupérer leurs ressortissants. On voit des avions canadiens, français, italiens, péruviens et autres qui ramènent les groupes de touristes ou leurs ressortissants vers leur pays. Alors là, la France n'est pas organisée pour récupérer ses ressortissants. Et c'est la marine américaine qui, vous voyez, le bateau là, le Clayton, qui va prendre ces juifs, ces 800 juifs français de Palestine et les emmène, mais où? Alors, Chypre et l'Égypte les refusent. L'Égypte refuse les réfugiés, on a déjà entendu ça. Et finalement, les Américains les font débarquer dans le port de Lacanais en Crète. De là, finalement, les Français vont décider de les faire venir en France, mais pas en France métropolitaine, mais dans l'île de Corse. Et donc, les 800 Juifs français de Tibériade arrivent en Corse, s'établissent dans les grandes villes, à Bastia, à Ajaccio surtout, puisque ce sont des petits commerçants, des petits artisans. Donc, ils n'ont pas de terre, ce pas des bergers, ce pas des gens pour installer dans la montagne, dans l'arrière-pays, ou à travailler la terre. Et donc, ils s'installent dans les villes. Une partie dans les villages, là on a besoin de main-d'œuvre, ils travailleront à élaguer les forêts et d'autres boulots du même genre. Et après la guerre, une partie retournera en Eretz Israël et une partie restera en Corse, comme nous disait tout à l'heure notre ami Alex, qui fait partie de ces gens-là et a vécu à Bastia jusqu'à ce qu'il décide de faire son alia à Eilat. Alors, ces Juifs arrivent en Corse. Ils sont accueillis, vous voyez à droite la population qui les accueille, à gauche, vous voyez, ils sont en habits marocains, des Juifs du Maroc, je rappelle. Et j'ai trouvé quelque chose d'assez incroyable sur Internet. Des bulletins de paie d'instituteurs montrent qu'ils ont versé une partie de leur salaire pour payer le tissu permettant de confectionner des habits européens pour les Syriens. Et le rabbin Salomon Ben Samoun va les remercier pour cela. Alors, écoutons un court extrait du film La Corse, île des Justes. Ils ont été accueillis d'une façon extraordinaire par la population d'Ajaccio. Mon père, il se retrouvait dans la rue à Ajaccio avec son cousin, Pérez, de la famille Pérez. Un Corse s'arrête, les prend en charge, les amène chez le coiffeur, les amène chez le tailleur et les habille de pied en cap, sans les connaître, en disant voilà, mes enfants, comment on accueille les Juifs. 230 élèves de ces 800 réfugiés. Un très bon accueil en Corse, comme il a été dit. Les enfants vont être scolarisés. Vous voyez au milieu, le dépôt des réfugiés lycéens, nombre d'enfants de 12 ans et au-dessous, garçons 100, filles 88, au total 188. Et en dessous, il y a un récapitulatif avec par âge pour les différentes classes.
Et sont donc ces réfugiés syriens, c'est comme ça qu'on les appelle en Corse, les Syriens, en fait, ce sont des Juifs de Palestine. Les réfugiés syriens sont intégrés à la population corse. Alors, malheureusement, il s'agit de Juifs, donc c'est pas très sympathique, mais une grande discussion, qui va être le grand rabbin? Le rabbin Jacob Aknin est désigné comme grand rabbin des réfugiés israéliens de Palestine. Mais il y a plusieurs communautés, plusieurs rabbins, et un petit peu des dissensions des fois entre les communautés qui se créent. Et c'est pour ça que quand j'ai dit tout à l'heure qu'ils s'installeront à Ajaccio et à Bastia, c'est qu'Ajaccio s'installeront les Juifs algériens et à Bastia les Juifs marocains. C'est un petit peu dur à parler de cette façon-là aujourd'hui, mais voilà, c'était la situation. Il fallait une synagogue du rite oranais ou du rite rabatien, donc il fallait s'installer chacun pour soi, Bastia les Marocains et Ajaccio les Algériens. Alors on voit une synagogue de Juifs, de Syriens en Corse en 1916. Et en 1934, à Bastia sera fondée une synagogue qui va porter le nom de Bet Knesset, Bet Meir. Pourquoi Bet Meir? Parce que Rabbi Meir est le Chacham qui est enterré à Tibériade, c'est un des grands maîtres de la Mishnah, et il y a sa Hiloula, il y a 100 000 personnes viennent chaque année, le jour de son décès, fêter, faire la Hiloula sur sa tombe à Tibériade. Et donc, c'est la raison pour laquelle à Bastia, on trouve un Bet Knesset Rabbi Meir, parce que ce sont des Juifs de Tibériade qui ont fondé cette communauté, et donc ils donnent ce nom de Rabbi Meir à leur synagogue. Alors, je n'ai pas de photo de l'intérieur, mais vous voyez la photo de l'extérieur, synagogue Bet Meir, et si elle est fondée en 1934, vous comprenez ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que tous ne sont pas rentrés. Une partie rentre en Israël après la guerre, une partie reste en Corse. Il est vrai qu'il y a même une partie qui est rentrée en Eretz Israël, mais les conditions de l'après-guerre sont tellement dures qu'ils retournent en Corse. Donc il y a aussi cela. En tout cas, il reste une communauté juive en Corse qui sont les descendants de ces juifs de 1915, puisque j'ai dit la plupart des juifs maranes ou des juifs arrivés en 1750 se sont déjà assimilés, se sont mariés avec des locaux, et on en perd un peu la trace dans l'île de Beauté. Alors maintenant, on arrive à la Shoah. Alors, pendant la Shoah, on se rappelle que la France est divisée en deux zones, la zone occupée par l'armée allemande et la France libre, la France de Vichy au sud, qui comprend aussi la Corse. La Corse fait partie de Vichy. Et ça va être l'état de fait jusqu'en novembre 42. Novembre 42, quand les Américains débarquent en Afrique du Nord, et là aussi on avait une conférence l'année dernière sur le sujet, quand les Américains débarquent, les Américains et les Alliés débarquent en Afrique du Nord, grâce à l'aide de la résistance juive à Alger, on en avait parlé, l'Allemagne décide d'investir la zone sud. Alors l'Allemagne abolit la ligne de démarcation, toute la France devient France occupée, mais pas toute la France. La Savoie, la Provence, la Corse deviennent zones d'occupation italienne. Donc on a la France occupée par l'Allemagne et la France occupée par l'Italie, et la Corse fait partie de cette occupation italienne qui va durer pendant 10 mois, de novembre 42 à septembre 43. Alors, il y a un jeune prof d'histoire corse, Louis Luciani, qui a décidé de préparer le concours national de résistance, et lui a énormément creusé le sujet et a permis de faire cette émission sur la Corse, Île des Justes, en découvrant cette histoire de la Corse pendant la Shoah. Alors d'abord, ce qui est, bien sûr, la Corse fait partie de la France de Vichy, donc statut des Juifs, donc recensement, donc arrestation de Juifs étrangers, donc le port de l'étoile jaune. Alors le préfet Paul Ballet, va faire un recensement très spécial. Il n'y a que 146 juifs recensés, alors qu'il y en a beaucoup plus en Corse. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a que des adultes. Et dans le recensement, il n'y a pas de juifs étrangers. Il n'y a que des juifs français ou turcs. C'est très important parce que la première directive va être d'arrêter les juifs étrangers. Les juifs français sont protégés par Vichy. Donc les juifs recensés en Corse sont par hasard tous français ou turcs, puisque la Turquie est un pays neutre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc les juifs qui ont la nationalité turque sont citoyens
d'un pays neutre, donc ne sont pas inquiétés par le gouvernement de Vichy. Donc, il n'y a pas en Corse de juifs déportables ou arrêtables dans la grande rafle, les grandes rafles qui vont suivre la rafle du Veldiv dans l'été de 1942. Alors, dit Luis Luciani, ce n'est pas seulement le préfet, c'est tout un système avec les sous-préfets Rabaille à Sarthe, Enrique à Bastia, les responsables de la police et la population qui est derrière. Il y a tout un mouvement de sauvetage, toute la Corse se mobilise. Bien sûr, il y a eu des collabos, bien sûr, il y a des pétainistes, mais en gros, il n'y a pas eu de déportation. C'est ça qui est important. Alors voilà la photo de Paul-Louis Emmanuel Ballet, qui est préfet de Corse pendant la guerre, 1940-1943. Et ce qui est incroyable, c'est que dans un premier temps, il va recevoir la Francisque. La Francisque, c'est la décoration donnée par le gouvernement du maréchal Pétain au préfet, à tous les collaborateurs qui aident au gouvernement de Vichy. Après, on va lui reprendre sa Francisque. Il va aussi même être radié de son préfectorat quand le gouvernement Pétain va comprendre qui est vraiment Paul-Louis Emmanuel Ballet. Mais au début, il recevait la Francisque pour son travail incroyable en Corse. Alors, il n'y a donc pas de juifs en Corse. Alors, regardez, le sous-préfet Rix de Bastia, Pierre-Henri Rix, lui parle avec le consul turc à Marseille en 1942 et il réussit à faire déclarer tous les juifs qui sont dans sa circonscription à Bastia, ils sont turcs. Alors, il reçoit des vrais faux, des passeports turcs vides, et la mairie, pardon, la sous-préfecture de Bastia va pendant des jours fabriquer des vrais faux papiers turcs pour donner la nationalité turque aux juifs qui se trouvent à Bastia. Donc, on parle de 20 000 passeports turcs. Il y a aussi des laissez-passer turcs pour les cas urgents pour donner rapidement un sauf-conduit. Et finalement, aucun juif ne sera arrêté en Corse. Aucun juif apatride ne peut être arrêté en Corse dans les rafles 1942. La Corse est le seul département français où il n'y aura pas de dénonciation et pas de déportation. Oui, pas de dénonciation, ça c'est la Corse. En Corse, on reste silencieux, on ne dénonce pas. C'est une constante de la façon de la Corse. Alors, j'ai dit que l'Italie va arriver et occuper la Corse à partir de novembre 1942. Alors déjà, il faut se rappeler qu'en 1938, le Duce déjà annonce dans ses discours qu'il va annexer Nice, la Savoie, la Corse et le serment de Bastia. Les Corses vont annoncer, Jean-Baptiste Ferracci va annoncer, face au monde de toute notre arme, sur nos gloires, sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir français. On refuse les Italiens. Et finalement, on leur parle de leur avis. Et le 11 novembre 1942, les troupes italiennes envahissent la Corse. C'est incroyable, regardez le nombre. 85 000 soldats italiens, après 15 000 soldats allemands, c'est-à-dire 100 000 soldats d'occupation pour une population de Corse qui est de 215 000 habitants. C'est juste pour comprendre la proportion de soldats d'occupation, 1 pour 2. Bon. J'ai l'impression qu'ils voulaient être au calme. C'était plus sympa d'être en poste en Corse que d'être sur le front russe. En tout cas, le nombre d'occupants est incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que ce nombre d'occupants, il n'y aura aucune dénonciation et aucun des Juifs ne va être donné aux Allemands. Alors, on parle de cette famille de 800 Juifs en Corse, plus encore des Juifs qui arrivent du continent, donc on n'a pas de nombre exact. Finalement, ce qui va se passer, c'est que quand les Italiens arrivent, ils vont arrêter quelques dizaines de Juifs, des hommes uniquement, et les mettre les assigner à résidence dans un petit village de la montagne à Asco. C'est la façon italienne de prendre les Juifs et de les mettre en détention dans des villages reculés dans la montagne, mais ils ne vont pas les livrer aux Allemands. Et j'ai dit l'occupation, on va dire, 10 mois. En septembre, le 8 septembre 1943, Ajaccio va être délivré. Pourquoi? Parce que l'Italie a capitulé, elle rejoint le camp des Alliés, et donc les soldats italiens
rejoignent l'Italie. Les soldats allemands ne vont pas rester seuls, ils ne sont pas assez nombreux pour défendre l'île. Et donc, il y a quelques combats d'arrière-garde, mais il y a un corps expéditionnaire qui arrive d'Alger, plus la résistance corse, et ils vont combattre les 3000 Allemands encore là-bas. Et le 7 octobre, De Gaulle peut arriver et annoncer que la Corse est libérée. C'est le premier territoire français après l'Algérie. L'Algérie, mais comme vraiment pas protectorat, mais comme département français de la France d'intérieur, la Corse est le premier département libéré. Alors, en 2010, il y a des Juifs qui s'organisent pour faire une cérémonie pour rendre hommage au village de Canaries, au Cap Corse, qui a sauvé ces familles-là. Et l'historien Serge Klarsfeld va demander à Yad Vashem que la Corse reçoive le titre de juste parmi les nations au titre collectif de toute l'île. Vous savez que Yad Vashem distribue une médaille de juste parmi les nations pour des non-juifs qui ont sauvé des juifs. En général, ça se fait à titre individuel. Il y a eu quelques exceptions. Il y a le Chambon-sur-Lignon qui a reçu, le village a reçu le titre de juste parmi les nations. Il y a aussi la médaille qui est donnée. Je ne veux pas faire d'erreur, alors il y a Shlomo qui est avec nous, il donnera après quelles autres communautés ont reçu le titre. Mais on donne une médaille, le Bnei donne une médaille aux Corses pour avoir sauvé les Juifs, protégé les Juifs, sauvé les Juifs pendant la Shoah. Alors maintenant, on va avoir quelques témoignages. Donc j'ai dit qu'au village de Canaries, il y a eu cette cérémonie. Vous voyez une photo du village de Canaries. Vous voyez la cérémonie hommage au village de France ayant sauvé des Juifs de la Shoah. Et Emmanuel Vol, qui est un enfant qui est arrivé à l'âge de 3 ans en Corse, raconte comment, à 3 ans, il a d'abord appris le corse encore avant le français, et il rejoint son père qui avait été en Corse parce qu'on lui avait dit « quitte la France, en France, tu es en danger ». Et il va à Canaries se cacher, et finalement il va faire venir sa femme et son fils, et c'est comme ça ils vont être sauvés. Et vous voyez le témoignage de Jacqueline Guérin qui dit Juifs, on s'en doutait qu'ils étaient juifs, mais on n'en parlait pas. Ça, c'est la Corse, on s'en doute, mais on ne parle pas. Alors, Louis Luciani, qui a fait donc ce travail de recherche sur la Corse pendant la Shoah, affirme qu'il y avait au moins une famille de Juifs étrangers dans chaque village. Ce qui est très intéressant, c'est qu'un des sous-préfets va déclarer on voit actuellement une arrivée massive de touristes en Corse. Qui c'est qui fait du tourisme dans la Shoah? Il s'agit bien sûr des Juifs qui arrivent et qui sont déclarés par les sous-préfets comme touristes pour ne pas avoir à déclarer des Juifs cachés et ne pas les livrer aux autorités. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que non seulement ce sont des touristes, mais les Corses l'appellent les Boches, parce qu'arrivent des Juifs réfugiés d'Allemagne qui ne parlent même pas le français, ils parlent l'allemand. Alors, pour ces Corses, ce sont des Boches. Mais ces Boches viennent en tant que réfugiés, donc on les accueille, on les cache, on les nourrit et on ne livre personne. À Bastia, on a un témoignage de Madame Nio. Je prends là, c'est les témoignages de sortie du film. Donc, si vous voulez, vous allez sur Internet, sur YouTube, vous cherchez le film La Corse, île des Justes et vous verrez les témoignages dans leur intégralité. Et le témoignage de Madame Nino qui raconte que son mari a été arrêté. Les Italiens, j'ai dit, arrêtent les hommes, les amènent à Ascó en détention. Donc son mari sera arrêté, mais les villageois continuent à protéger et même à Ascó, ils seront bien traités et les familles viennent une fois par semaine à Ascó pour rendre visite à leur père, à leur mari qui sont en détention au village. Voilà. Alors, on a là une photo de Ascó, on voit le petit village de Corse dans la montagne, et Madame Alewa a son témoignage, mais pourquoi le lire si je peux vous le faire entendre? Très bien avec eux, toute la population aussi. Et un jour, le maire les avait convoqués en disant « Je sais qu'un jour ou l'autre, vous allez être arrêtés. » Parce que les Allemands avaient ce projet de les prendre et de les amener en France. Il dit « Mais si ça arrive, moi je vais être averti. Et je vous ferai prendre le maquis. Vous partirez par les montagnes, là-bas, ils ne vous trouveront jamais. » Voilà, alors vous voyez les photos de la montagne derrière Ascó, effectivement, dans le maquis là-bas, on ne retrouvera jamais les Juifs. Donc la population, les autorités, les maires, mais Louis Luciani le dit très bien, c'est qu'un maire, un préfet ne peut pas travailler
si la population ne le soutient pas. Il a besoin d'être élu. Et si la population lui demande qu'est-ce qu'on fait avec ces juifs qui sont là, ben, il sera obligé d'appliquer les directives officielles. Et si les préfets et les maires ont pu faire ce qu'ils ont fait, c'est qu'il faut comprendre que la population était avec eux. Alors, à la Porta aussi, il y a des juifs qui sont réfugiés. Et là, je vais vous mettre le témoignage de Charles Grimaldi, qui était le maire de la Porta à l'époque. On était amis avec la Juive, on a toujours été. Vous savez, en Corse, on n'avait qu'à voir les commerçants qu'il y avait à Bastia. La rue Napoléon, il n'y avait que des Juifs. Donc, ils n'ont jamais été embêtés, ils n'ont jamais. Ni avant, ni après la guerre. Les Juifs, on ne sait pas. C'était comme les autres. Il n'y avait pas de ce qu'on appelle l'antisémitisme. Ça ne nous venait même pas à l'esprit. Voilà, l'antisémitisme, ça ne nous venait même pas à l'esprit. Henri Parcy qui témoigne que je ne crois pas que ma grand-mère cachait le juif, elle cachait le persécuté. Il s'agit d'un des juifs qui avait été en détention à Ascot, qui a réussi à s'enfuir d'Ascot. Il arrive chez une voisine qui le connaissait, Zia Maria, et elle le cache chez lui, elle le cache chez elle jusqu'à la fin de la guerre. Et donc, comme je l'ai dit, c'est la mentalité corse, c'est l'hospitalité corse de cacher les réfugiés et personne ne va les livrer, les arrêter. Alors, il y a eu un juif déporté de Corse qui a été assassiné à Sobibor. Alors, comment ça se fait si tout le monde était si gentil et si bien en Corse? Alors, l'histoire, c'est de Ignace Schretter, qui est un juif allemand. Et lui, il a été arrêté le 30 septembre 1942. Pourquoi? Parce que le préfet était en France pour une réunion de préfets. Et donc, le secrétaire général de la préfecture, qui lui était antisémite, en a profité pour faire arrêter un juif et le livrer au préfet de Lyon, qui était en visite à Ajaccio. Et quand le préfet de Lyon repart à Lyon, il emmène avec lui ce juif qui va être interné à Rivesaltes, puis à Gurs, puis à Dancerie. Et finalement, il arrivera par le convoi 52 à Sobibor, où il sera assassiné. Donc, il y a eu un juif déporté de Corse parce qu'il a eu le malheur de se trouver sous les griffes du sous-préfet quand le préfet n'était pas là, du secrétaire général de la préfecture quand le préfet n'était pas là pour le protéger. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Voilà, alors j'ai dit qu'à l'occasion de la cérémonie qu'il y a eu à Canaries, il y a une demande de Serge Klarfeld de faire reconnaître la Corse comme île de juste. Et Maxime Cohen, le président de la communauté juive de Lille, et c'est aussi pour l'instant, il y a des problèmes parce que c'est un titre qui n'est pas décerné, pardon, un titre qu'on ne décerne pas à des individus, mais à des communautés, mais des individus. Donc, pour l'instant, ça n'a pas abouti, mais ça n'amoindrit pas le mérite de la Corse que c'est. Alors, ça ne finit pas l'histoire des Juifs. On a vu maintenant que la Corse a donné refuge à des Juifs maranes qui fuient l'Inquisition. On a vu qu'elle a donné refuge à des Juifs qui ont été chassés de Palestine en 1915. On a vu qu'elle a donné refuge à des Juifs pendant la Shoah et après la Shoah. Et bien après la Shoah, on va créer l'État d'Israël. Mais là, je vous ramène à une autre conférence qu'on avait donnée il y a 2 ans sur les débuts de l'armée de l'air israélienne. Et je rappelle que dans les débuts de l'armée de l'air israélienne, on achète des avions en Tchécoslovaquie, puisque la Tchécoslovaquie est communiste, que Staline pense que l'État d'Israël sera un État communiste, et donc en 1948, c'est la Russie qui aide Israël, pas les Européens et pas les Américains qui sont contre Israël. C'est important de le dire parce que maintenant, dans la question, on a besoin des Américains. D'abord, c'était les Russes, après, c'était les Français, après, c'était les Américains. Qui ce sera après, je ne sais pas. Mais en tout cas, on achète des avions en Tchécoslovaquie. Le problème, c'est qu'ils arrivent bourrés de pièces de rechange, bourrés d'armement. Ils n'ont donc pas l'autonomie pour faire le vol jusqu'en Eretz Israël. Et donc, on cherche où faire le plein. Personne ne permet à ces avions de se poser. Ni la France, ni l'Italie, ni la Grèce, ni d'autres. Ils ont tous peur. Et finalement, leur ravitaillement va se faire en Corse, à Ajaccio. Et ce qui est incroyable, c'est que
le préfet d'Ajaccio à l'époque, c'est Maurice Papon. Maurice Papon, dans la guerre, c'était pas un grand ami d'Israël, mais on lui explique calmement, posément, dans une langue qu'il peut comprendre, que l'aéroport d'Ajaccio est réquisitionné pour transférer ses armes vers Israël. Et le gouvernement français est d'ailleurs d'accord, mais il ne veut pas le faire ouvertement, donc c'est fait par les Corses. Et la Corse Ajaccio sera l'étape obligatoire des avions qui vont permettre à Israël de gagner la guerre d'indépendance. Donc, de nouveau, là aussi, on trouve une tension à la Corse. C'est à l'aller. Hein. Au retour, ils n'ont pas besoin parce qu'au retour, ils rentrent à vide. Mais quand ils vont à l'aller et qu'ils sont pleins, ils ont besoin de regarder sur la carte, vous voyez le trajet. Passer par la Corse, ce n'est pas la route la plus directe à partir de la Tchécoslovaquie, mais c'est la route, on n'a pas le choix, il faut faire le plein quelque part, et ça se fait donc en Corse. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde, il n'y a plus beaucoup de juifs en Corse. Bastia, la synagogue de Bastia, elle fonctionne 2 fois par an, à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais vous voyez que depuis 2017, Chabad est en Corse et le rabbin Lévi Pinson a reconstitué une communauté à Ajaccio. Il a amené un autre rabbin, le rabbin Teboul à Bastia, et un troisième rabbin qui se trouve, rabbin Sevag, à Porto Vecchio. Donc, si vous allez aujourd'hui en Corse, puisque Chabad aujourd'hui c'est devenu le restaurant kasher pour tous les touristes israéliens qui cherchent à manger kasher, vous avez 3 bâtés Chabad en Corse, aujourd'hui à Ajaccio, à Bastia et à Porto Vecchio. Et à droite, vous voyez donc la fête de Hanouka à Ajaccio. Le grand rabbin de France, le grand Marc Corsiac, est allé célébrer un mariage en Corse, a fait l'arrêt pour aller saluer, rendre hommage des descendants de justes corses qui ont sauvé des juifs pendant la Shoah. Il y a un petit film aussi là-dessus. On le voit aussi dans le film La Corse, île des justes. Et il y a quelques années, il y a maintenant, j'ai oublié, Pianello, au village de Pianello, chaque année une cérémonie. Et là, il y a quelques années, la cérémonie tournait autour de l'histoire de Anne Frank. D'ailleurs, au village de Pianello, ils ont planté un marronnier de Anne Frank. Vous savez que le marronnier Anne Frank raconte dans Anne Frank, cette jeune fille qui se cachait dans une mansarde en Hollande jusqu'à qu'elle soit prise et déportée, raconte dans son livre, dans ses mémoires, que par la fenêtre, elle voyait un marronnier qui lui symbolisait la liberté. Ce marronnier aujourd'hui est mort, mais il y a des rejetons de ce marronnier qui ont été plantés. On en a un en Israël, il y en a un qui a été planté à Pianello en Corse. Et à côté de cet arbre, ce marronnier d'Anne Frank, il y avait donc une cérémonie très émouvante qui rappelait l'action des Juifs, des Corses, pardon, et le sauvetage des Juifs pendant la Shoah. Alors, j'ai aussi mis un extrait là d'une photo d'un WhatsApp que j'ai reçu il y a 2 semaines, juste après le début des hostilités dans le sud, après le carnage qu'il y a eu dans le sud. Alors, Marie-Christine, que j'ai guidée avec son mari au printemps dernier en Israël, m'écrit, vous voyez, je vous le lis, j'ai passé le nom, mais je vous le lis. Ariel, bonjour, je suis Marie-Catherine, le nom était passé. Je voulais avoir de tes nouvelles, je suis très inquiète au vu de ce qui se passe en Israël. Je prie de tout mon cœur pour que tous ces combats cessent, quelle tristesse. Je t'embrasse bien fort, que Dieu protège ta famille et le peuple d'Israël. Pourquoi je le mets? Parce que la suite, c'est si tu as besoin pour ta famille de venir en Corse, nous sommes là. Alors voilà, on nous propose le refuge en Corse. Alors merci Marie-Catherine, pardon, pour cette invitation au refuge. Mais non, on reste en Israël. Aujourd'hui, on a un État, on peut se défendre. On n'est plus à la situation de la Shoah où on devait se cacher. On n'est plus en situation de la Première Guerre mondiale où les Turcs étaient les maîtres ici et décidaient ce qui se passait. Israël est revenu sur sa terre. Israël est maître de sa destinée et on gérera ici. Mais merci pour cette invitation. Merci pour cette chaleur et cette demande de nouvelles. Un ancien de la communauté soupire, pour voir les Juifs de Corse, il suffit de monter au carré israélite du cimetière. Oui, la plupart, comme on dit, la communauté, il n'y a plus grand monde dans la communauté, avant que maintenant Chabad ne remonte une communauté. D'ailleurs, dans Le Monde, il y avait un article sur le Kaddish perdu des Juifs de Corse, la fin de communauté. Et vous voyez en bas un lien web. Je vais vous le mettre dans le chat pour ceux que ça intéresse. Si j'arrive à le copier, quand j'arrêterai. Cherchez sur Internet Terra Eretz. C'est une association, Terra Eretz Corsica Israël.
une association qui veut promouvoir le rapprochement entre la Corse et Israël. D'ailleurs, en cherchant à préparer cette conférence, je suis tombé sur une interview que le président de Terra Eretz a donné au micro de Cathy sur Studio Calita. Donc, je lui ai écrit un message et il m'a demandé de donner le lien. Alors là, j'ai du mal à le faire passer. Je vais voir si j'arrive à le copier. Autrement, cherchez, tapez comme moi j'ai fait, tapez sur Google Terra Eretz Corsica Israël et vous arrivez sur ce site de cette association qui veut justement resserrer les liens entre la Corse et Israël. Voilà, j'ai fini cette présentation. Je pense que pour moi, c'était une grande découverte. Et je dis, elle a commencé quand j'ai découvert le fait que les réfugiés juifs chassés par les Turcs en 1915 avaient trouvé refuge en Corse. Et de là, le reste, de voir déjà ce refuge à l'époque des Marans, ce refuge à l'époque de la guerre mondiale, et puis cette aide à la création de l'État d'Israël. Alors, on va permettre d'ouvrir le micro. Je ne sais pas si Johan il est, sinon je vais le faire moi-même. Mais je voudrais juste laisser en premier Alex intervenir, puisqu'il nous a dit qu'il doit partir chercher ses enfants. Alors, Alex, le micro est à toi. Déjà, je vous présente aussi mon épouse, Patricia, à côté de moi, qui était la trésorière de la synagogue. Alors, ma famille de Safed, effectivement, de Tzfat. Alors, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles je ne voulais pas vous interrompre. Donc, voilà. Alors, sur ce qui s'est passé déjà par rapport à ce que vous avez dit. Donc, déjà, Pascal Paul, qui était-il? Eh ben, il était le chef de la nation corse. La Corse était un État indépendant, juste avant Napoléon. Et on l'appelait le père de la patrie, Babou Diabatria. Alors, c'était lui le premier, effectivement, qui a donné le droit aux Juifs d'être des citoyens à part entière. Et c'était une grande nouveauté. Et je crois même aussi, si j'ai bien compris, que la constitution américaine est basée sur cette constitution corse et qu'il y aurait aux USA une statue de Pascal Pape. Alors déjà, pour la petite histoire. Ensuite, quand il y avait les Allemands en Corse, qu'ils ont donc été effectivement emmenés à Asco, pardon, pour les Français. Et ils ont été emmenés à Asco, donc en montagne, et ils étaient enfermés là-bas tout de même. Hein. C'était un village heureux. C'était une prison, quoi, en quelque sorte. Mon grand-père s'y était échappé. Vous avez parlé de M. Nigno, du Chronolégrapha aussi. Lui aussi était avec eux, effectivement. La famille Abo, c'était quelque chose d'incroyable. Cette famille Abo, d'ailleurs, c'est dommage que je ne leur ai pas dit, parce qu'il y a les descendants, il y a les filles de M. Abo qui sont à Safed, toujours. Et elles sont nées en Corse aussi. Et donc, si elles m'écoutent, là, je les salue. Monsieur Abo était, lui, il a été pendant longtemps l'officiant de la synagogue et il était dans l'armée britannique à cette époque, avant d'arriver en Corse pour défendre donc Israël. Et alors, pour la petite histoire, quand les Allemands étaient en Corse, il y a eu des arrestations aussi. Et mon grand-père, donc son nom Eli, mon nom de famille c'est Yebdi, lui aussi s'appelait ainsi. En Corse, on nous appelait Ibri, c'était l'hébreu, donc Ibri. Et donc en Corse, on est connu sous le nom de famille Ibri. Et donc il a été arrêté, il était avec d'autres Corses qui étaient avec lui. Et je crois qu'ils étaient militaires, si j'ai bien compris. Ils se sont fait arrêter et les Allemands voulaient savoir qui n'était pas d'ici. Et donc, mon grand-père avait voulu se dénoncer. Ses copains lui ont dit: Oh, tais-toi, tais-toi. Toi, tu es né à Bastia et c'est tout. Alors qu'il était né, effectivement, à Safed. Et ils ont dit ça aux Allemands. Les Allemands n'ont pas cru. Ils ont demandé à la mairie de Bastia, qui elle a fourni un acte de naissance. Donc, il faut savoir quand même que les Corses, ils ont fait fort. Alors, après, vous avez parlé de ce qu'il y avait eu à Canary, à Canary en français, au village là-bas avec les Karsfeld. Alors, à cette époque-là, effectivement, il y a un président qui s'appelle Maxime Cohen. Celui-ci a été un grand escroc. Ça a été quelqu'un de catastrophique qui a volé tous les fonds de la communauté et qui avait aussi fait miroiter cette histoire comment dire, d'île des Justes. Je crois qu'en réalité, il n'a rien fait. C'était une manière de soutirer des médias vers lui, quoi. Sans faire de la chonara, c'était vraiment un escroc, sérieusement. Il a volé en centaines de milliers d'euros. Et on l'a d'ailleurs assigné au tribunal, mais ils l'ont pas, enfin, je sais pas, peu importe. La famille Nino, c'était des gens exceptionnels, et celui-ci s'était présenté comme étant partie de la famille Nino, puisqu'il était marié avec une des nièces des Nino. Ensuite, beaucoup de récits historiques qu'on trouve sur la Corse ont été faits par quelqu'un qui s'appelle Meir Long,
qui lui est un converti au judaïsme d'ailleurs, et qui lui a s'est beaucoup renseigné. Et toute la partie marane de l'histoire corse, c'est un peu lui qui la gère. Pour ce qui est de l'association Terra Eretz, son président s'appelle Frédéric Joseph Bianc, mais ce n'est pas lui le premier à avoir fait une association corse. C'en est un que beaucoup de francophones israéliens voient sur I24 et qui s'appelle David Antonelli maintenant. Il s'appelle Nicolas de son premier prénom, qui lui est un Corse chrétien au départ, converti au judaïsme et qui donc maintenant vit en Israël depuis un moment. Et il est très actif sur I24. Voilà, donc pour ceux qui l'ont déjà entendu. Bon, ça c'était pour présenter un peu. Sinon, voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, je connais l'histoire là que vous avez racontée, très bien. Ça me touche énormément d'avoir fait un sujet sur cela parce que bon, voilà, ça me touche énormément. Et je veux donc vous remercier. Beau travail de recherche, c'est très bien. Maintenant, est-ce que les Corses ont été tout beaux et tout gentils? Alors attention. Il y avait en Corse un mouvement qui s'appelait Amouvra. Amouvra. Eux, c'était vraiment des grandes salopes, entre guillemets. Ils étaient très, très antisémites. Et la Corse d'aujourd'hui n'est pas celle d'avant, même si à l'époque, effectivement, c'est très vrai, cette histoire des avions de la Haganah qui sont arrivés et qui ont été chargés à Ajaccio, c'est 100% vérité. La Corse aujourd'hui, c'est Libertà Palestine. Et il faut se méfier donc et ne pas croire que tout est beau et tout est joli. Ensuite, l'implantation des Chabad en Corse, elle s'est faite d'abord, c'était bien. Puis après, ça s'est passé en réalité quand nous, on est partis, où même moi, j'ai influé sur le fait que la synagogue de Bastia pouvait être en quelque sorte mise entre leurs mains. Et après, on commençait des gros conflits d'intérêts parce qu'il faut comprendre que le juif corse est avant tout un juif corse, c'est-à-dire quelqu'un qui parle peu, qui n'aime pas trop se montrer et qui, de surcroît, a une pratique à la Corse, quoi. Hein. Dire, on est juif, bien sûr, et c'est tout, quoi. Hein. Faut pas en demander plus avec une seule fois par an où la synagogue est pleine, c'est à Kippour, effectivement. Par contre, de dire que la synagogue était ouverte qu'une fois par an ou deux, c'est faux. Tous les samedis matins, il y avait un office. Alors, effectivement, c'était assez folklorique parce qu'on arrivait le matin, c'était à 8h30. Et puis, il fallait faire vite parce qu'on avait le magasin à ouvrir, comme tout le monde. Donc, en plein Shabbat, c'était assez comique, effectivement. Mais pour moi, je pensais que c'était ça. Aujourd'hui, je suis religieux, bah, c'est Dieu. Mais à cette époque-là, j'avoue que je pensais que c'était ça, quoi. Il n'y avait pas de problème avec ça. Hein. Voilà. Donc, ça, c'était les Juifs corses. Mais les premiers sont arrivés, ils étaient très religieux. Ils étaient très religieux et ils étaient effectivement même habillés un peu de manière assez originale quand ils sont arrivés. Ils sont arrivés en tant que réfugiés, oui et non. C'est-à-dire que mon grand-père me racontait comme quoi c'était la famine qui les avait fait partir plus qu'autre chose, quoi. Et les passeports français, ils l'avaient avec la loi Crémieux. C'était l'histoire. Alors, je ne suis pas un historien, je ne peux pas trop expliquer ce qu'était la loi Crémieux, vous allez pouvoir le faire. Voilà. Enfin bon, allez, j'ai trop parlé, je vous laisse parler un peu. Ah, merci Alex. Alors d'abord, ce que tu as dit effectivement sur Bastia, c'était sur le diaporama, je ne l'ai pas lu, où il disait que la différence entre Chabad et la synagogue de Bastia, c'était pour des juifs liés aux valeurs de la République. Donc, c'est assez clair que c'est un peu différent de Chabad. Oui, c'est vrai qu'il y a des juifs algériens avaient la nationalité française, mais ce qu'ont fait les consuls, c'est qu'ils ont élargi, ils ont donné la nationalité à d'autres qui étaient déjà avant, qui ne l'avaient pas, de façon à élargir. Donc, il y a eu ceux qui avaient déjà la nationalité, ceux qui l'ont reçu. Je te remercie. Après avoir entendu un témoignage d'un juif corse, je vois Marie-Catherine avec son très beau sourire là, qui nous regarde. J'ai envie de dire quelques mots pour avoir le côté d'une Corse, pas des juifs corse, mais d'une Corse. Si tu veux, ouvre ton micro, Marie-Catherine. Ton micro. Alors, j'ai des soucis avec Internet. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Voilà, on vous entend. Ah voilà, parce que comme je suis au village, pas du tout facile pour moi j'entends un mot sur trois, donc pas forcément évident. Donc, écoutez, moi, je suis ravie de participer donc à cette réunion. Je dirais c'est génial. J'apprends aussi des choses, voilà, de toi, Ariel, et de ce monsieur que je ne connais pas. Et vous habitez en Corse, le monsieur qui vient de parler juste avant. Marie-Catherine, oui. C'est ça. Hein. Écoute, oui. Si tu es en Corse depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui. Donc, tu connais Bastia? Très bien. Ok, très bien. Et alors, nous, tu ne connais pas le magasin
On avait le Oui, magasin de jeans. On faisait les Mais oui, Levi's je à connais, l'époque. mais comme je vous dis, j'entends un mot sur trois. Il est difficile pour moi d'avoir tout compris. Donc, La famille Brie, tu as entendu parler ou pas? oui, Ben tout voilà, à fait. voilà, c'était mon grand-père, puis mon père. Voilà, Voilà. d'accord. Oui, bien sûr, totalement. Maintenant, nous habitons Eilat. On est en Israël. D'accord, voilà, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Et comme Ariel le sait, je voue une passion et pour vous, le peuple juif, je suis fascinée. Voilà, c'est juste extraordinaire et je suis ravie de faire partie de cette réunion ce soir. Voilà. Merci. C'est super. Dans quel village tu vis? Alors moi, je vis à Linto. Non, enfin, je me partage entre Bastia et Linto. Ah, d'accord, super, magnifique. Voilà. C'est vraiment le petit village perdu. Il n'y a rien là-haut. Ah hein. oui, c'est ça, petit Ah oui, village il y a un perdu. lavoir et c'est tout. Le lavoir et l'église. C'est ça, Et le le cimetière à lavoir, côté. l'église. Mais c'est Et la là que route, je me elle est sens de le folie. mieux. hein. La Oui, route est magnifique. oui. Elle C'est fait là peur. que je me sens le mieux quand j'ai envie de me ressourcer. Ah, Je c'est monte sûr, au hein. village. C'est génial. Fantastique. Merci, merci. Enchanté d'avoir fait ta connaissance. Ça va, moi Super. aussi. Vraiment impeccable. Merci Marie-Catherine. Si quelqu'un d'autre Ravie. peut ouvrir le micro, merci. Merci. Ariel, on a rencontré à Menton, il y a quelques années, Gilles Simeoni, qui est le patron de la communauté territoriale de Corse, qui est le fils de Edmond Simeoni. Et donc, il nous a dit que sa mère était juive et que lui, il avait beaucoup de proximité avec le peuple juif, que les Juifs et les Corses, tous les deux étaient minoritaires, avaient été opprimés, etc. Et qu'il a vraiment dit des choses très, très sympathiques et amicales par rapport au peuple juif, quoi. Merci. Elie Wiesel disait encore quelque chose. Il disait que une passion que partagent les Juifs et les Corses, c'est le chant. Ah oui. Voilà, si quelqu'un d'autre veut encore intervenir, avec plaisir. On va peut-être écouter un petit chant. Je ne sais pas pourquoi c'est pas passé sur la. Attendez un instant, je vais voir. J'en avais mis un sur la diaporama. Et je ne sais pas pourquoi il a. Je vais vous le donner tout de suite. Un instant, ceux qui veulent. Un petit chant, vous n'avez pas à croire quel chant c'est. Pardon. Ça remontera le moral. Un instant, share screen. Quels sont là? Il y a le drapeau israélien et le drapeau corse. Faites attention, il est un peu caché. Ariel, on n'a pas de son là. Allume le son. Il n'a pas commencé le son. J'ai le son depuis le début. Il n'y a pas de son là? C'est bon. J'ai le son. Sgranauba de nostro, come filare di vede, da fa spira e crede, il dolcero d'inchiostro, a vino marcheino, care cosa, ma compagni regino, istedardo cammino, a vino marcheino, vino marcheino, caveneno, de sefer haitovi, a vino marcheino, Chaleinu,
Donc, ça devait être dans la conférence. C'était prévu dans la conférence. Et je pense que finir Avinu Malkeinu Barech Anu Shana Tova, c'est exactement ce qu'on ajoute actuellement dans les prières dans ces temps de guerre. On en a besoin. Vous l'avez eu en hébreu. Et je ne sais pas ce qui était dit en corse, je ne comprends pas le corse. Il y a eu d'autres chants qui ont été faits comme ça en corse et en hébreu. Et notamment, c'était la Reine Margot. Le chant de la Reine Margot. Le film. Et là, c'est magnifique d'ailleurs. Je vous le conseille. Ofra Chaza qui a commencé, ouais. Ofra Chaza avec, je crois que c'était Kanta Bobolugor aussi qui était avec eux. Et ensuite, il y a d'autres personnes qui ont repris ce chant. Et il y en a une qui est maintenant assez connue en Corse qui s'appelle Doria Ousset, que si elle m'entend, je la salue. Où c'est moi-même qui lui ai appris à le chanter. Enfin, je ne chante pas bien, mais à prononcer le texte qu'elle avait à faire. Voilà, c'est pour la petite histoire. Toda Rabba. Je ne sais pas pourquoi c'était pas ça. C'était normalement dans le Ariel. diaporama. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas